Il faut d'abord commencer par situer l'Assemblée provinciale ou les assemblées provinciales, s'il s'agit des éléments d'un système, un système qui aujourd'hui lui-même en déliquescence. Le système politique congolais souffre de dysfonctionnements, de failles. Et il va de soi que les éléments de ces systèmes, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale de Kinshasa, soient à son tour endommagés, préjudiciés par ces dysfonctionnements. Je ne peux pas dire que le bilan soit glorieux, dans la mesure où les bilans auraient dû être établis déjà 5 ans après l'élection ou l'installation de l'Assemblée provinciale. Dès lors que nous sommes en dépassement de ces mandats, on ne peut pas parler d'un bilan élogieux, c'est plutôt un bilan, j'allais dire, mitigé, parce que nous avons été là, nous avons contribué un tant soit peu à l'élaboration des édits pour la province de Kinshasa. Mais face aux attentes de la population quinoise, et compte tenu de la pandémie dont est frappé le système politique dans son ensemble, je ne peux pas dire que ces bilans soient plutôt... Donc vous êtes conscient qu'auprès des Quinois, vous êtes passifs, vous les députés provinciaux? On ne vous sent pas? Bon. Il y a des immondices partout, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a rien. Peut-être parce que, étant situé dans la ville-province de Kinshasa, nous sommes dilués dans le magma informationnel et institutionnel. Il y a des ambassades ici installées, toutes les institutions de la République ont leur siège ici. Et donc, nous sommes dans l'infiniment grand, et nous paraissons donc infiniment petits. Mais sinon, il y a des interpellations, il y a des motions, des missions de contrôle qui sont effectuées. Peut-être que cela ne représente rien par rapport à l'immensité des défis et des enjeux qui concernent cette ville, miroir de la République. Il eût fallu peut-être que cette ville soit dotée davantage de moyens et que un système politique plus stable, plus respectueux de la bonne gouvernance contribue à doter la ville et toutes les autres provinces d'ailleurs de moyens conséquents, ce qui ne semble malheureusement pas avoir été le cas. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans votre actif? Je sais que vous n'êtes pas rapporteur. Ici, vous ne présentez pas, vous n'êtes pas venu pour défendre ou présenter l'Assemblée provinciale, mais vous êtes député provincial. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'actif de l'Assemblée provinciale aujourd'hui? Bon, les missions d'une Assemblée provinciale sont bien délimitées dans le texte constitutionnel et réglementaire. Il s'agit premièrement de désigner les membres des gouvernements provinciaux ou du gouvernement provincial, de désigner le sénateur, ce qui a été fait. Il faut considérer cela comme un actif, ça s'inscrit dans l'ordre constitutionnel des choses. Ensuite, il s'agit de contrôler le membre du gouvernement provincial, ce qui est fait à intervalles plus ou moins réguliers. Et bon, si pour l'opinion publique, faire partir un gouverneur ou un ministre provincial constitue la preuve par excellence d'une mission bien accomplie, bon, il vous souviendra que le vice-gouverneur de la province de Kinshasa a été destitué, réhabilité par la Cour suprême de justice d'alors. Il vous souviendra également que le directeur général de la DGRK, l'ancien, a été destitué, des ministres ont été destitués. Mais on ne peut pas juger l'efficacité d'une assemblée provinciale à l'aune des conflits qui l'opposent à l'institution gouvernement provincial. Il va falloir plutôt juger l'efficacité de l'assemblée provinciale à l'aune des lois, des édits qu'elle met en place. À ces sujets, je crois qu'il y a des édits qui peuvent être consultés au bureau de l'assemblée provinciale en ce qui concerne. Mais ces édits ne devaient être efficaces que si le moyen conséquent a été alloué à cette assemblée. Parlons justement de moyens. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est devenue presque une poubelle. Que font les députés provinciaux pour pallier cette situation? Presque à chaque session, la question revient de manière récurrente, je veux dire rémanente. Des questions orales avec débat sont adressées aux membres du gouvernement provincial. Des motions de censure sont adressées aussi contre les membres du gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale, comme la plus belle fille du monde, ne peut donner que ce qu'elle a. Ce qu'elle a, c'est ses moyens de contrôle, ses moyens de pression sur les institutions provinciales. Elle le fait. Mais en retour, ce qu'on a comme explication, ce qu'elle en constate, c'est que le gouvernement provincial se plaint de la modicité des moyens mis à sa disposition par le gouvernement central dans le cadre
de ce que la Constitution prévoit, la rétrocession, les 40%, mais aussi la dotation de budget d'investissement qui devait être automatiquement allouée aux provinces, ce qui ne semble pas être le cas. Je ne suis pas venu ici parler de difficultés que rencontre le gouvernement provincial comme un avocat, mais il me fâche tout simplement de constater que les assemblées provinciales, comme les provinces dans leur généralité, souffrent aujourd'hui d'une gouvernance à minima, d'une gouvernance plutôt défaillante, gouvernance au niveau national, je veux dire ici. Ça veut dire qu'ici, les éléments d'un système souffrent d'un leadership quasi pathologique qui endommage les assemblées provinciales. Donc, ceux qui pensent que vous êtes à la merci du gouverneur ont tort. En ce qui me concerne personnellement... Parce qu'il est puissant. Hein? Je ne sais pas à quel appareil on mesure la puissance d'un homme, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas la solde du gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous entretenons des rapports plutôt de collaboration. Et quand il faut lever les tons pour contrôler, je le fais. Mais le contrôle se fait dans l'objectivité. Donc ici, peut-être notre tort a-t-il été de n'avoir pas très tôt mis le point sur le fait que les assemblées provinciales, dans leur généralité, souffrent comme les restes de la République, de manque de moyens. Pas de manque de moyens, je dirais plutôt d'une gestion calamiteuse de la chose publique qui fait qu'aujourd'hui, trop peu de moyens sont alloués aux provinces. Donc voilà. Raison pour laquelle vous avez choisi de rejoindre Olivier Kamitatu. Pourquoi Olivier Kamitatu? Le G7, on parle bien de G7, il y a José Ndundo, il y a beaucoup de gens, Mwando Simba, mais pourquoi vous avez choisi Olivier Kamitatu? C'est une très belle question. Olivier Kamitatu, c'est un leader que je suis de plus près depuis très longtemps, avec lequel j'ai eu souvent par le passé des échanges intellectuels et scientifiques sur bien des sujets concernant l'avenir de notre pays et la gestion de notre pays. Il me semble que sur l'arène politique de notre pays, il incarne, c'est mon point de vue, et il n'engage que moi, l'excellence dans la vision. Il a une vision cohérente et une passion à nul autre pareil pour la chose publique. Il me semble qu'il constitue, à mon sens, une fois de plus, un modèle en ce qui concerne la conception, l'élaboration et la mise en pratique d'une vision favorable à l'ensemble du peuple congolais. Donc, de ce point de vue, il y a une osmose intellectuelle et politique entre Olivier Kamitatu et ma modeste personne. Monsieur Serge Mabé, je voulais comprendre une chose. Olivier Kamitatu, on l'a connu au MLC. Bemba, Jean-Pierre Bemba a fait de lui président de l'Assemblée nationale. Juste à l'aube des élections de 2006, il a quitté Jean-Pierre Bemba. Il est allé auprès de la Kabylie, où Kabila l'a fait pendant 5 ans président, disons, ministre du plan, et son parti là aussi avait des postes stratégiques au sein du gouvernement. À l'aube de la fin du mandat de Kabila, il quitte pour rejoindre Olivier Kamitatu. Pardon, Moïse Katumbi. C'est ça pour vous un modèle? Monsieur Alain, je pense que lorsqu'on parle de la République, ça veut dire la chose qui concerne tout le monde, il faut faire un effort de se départir de sentiments, des émotions, et ne considérer que le fait. Et le fait ici plaide pour Olivier Kamitatu. Comment? Parce que il vaut mieux trahir les intérêts partisans, égoïstes, amicaux, si ces intérêts entrent en conflit avec l'intérêt national, l'intérêt général. Et en vous suivant, je pense que l'objet de notre mission concerne plutôt l'engagement, la mobilisation de ressources en tant qu'intellectuel, en tant que politique, pour trouver des solutions au problème du Congo. Mais lorsque vous revenez au passé, il va falloir spécifier certains points. Lesquels, par exemple? Parmi ces points, c'est que à la fin du mandat, plutôt à la fin de la transition, dite 1+4, il y avait la logique des belligérants. Exact. Il fallait transformer cette logique dans une logique de cohabitation politique normale, sans revenir, sans recourir aux armes. Bon, il n'était que normal qu'Olivier Kamitatu puisse s'inscrire
dans cette nouvelle donne, c'est qui était tout à fait différent de la logique guerrière et belliqueuse que l'on a connue pendant la transition pendant la période d'avant 1+4. Exact. Alors, lorsque prend fin constitutionnellement les mandats du président Kabila, je pense que tous ceux qui ont essayé, tous ceux qui essayent d'interpeller les consciences de ceux qui sont encore en train de penser qu'on peut violer la Constitution, tous ceux qui pensent que la Constitution doit être respectée, cela doit être respecté. Parce que ceux qui ont trahi la Constitution, ceux qu'il faut considérer comme étant de traîtres de la République, ce sont ceux qui sont en conflit avec ce que le peuple congolais a décidé dans sa Constitution. Donc je pense que de ce point de vue, il n'y a pas de trahison du tout. Et la quintessence intellectuelle et scientifique, je veux dire surtout politique d'Olivier Kamitatu, ne souffre aucunement de cette trajectoire que vous avez décrite. Elle reste, à mon avis, très cohérente vis-à-vis de l'histoire. Pour vous, la loyauté, c'est quoi? La loyauté, pour un homme politique, un homme d'État, la loyauté consiste à rester fidèle aux idées de départ, aux idées qui forgent le vouloir vivre ensemble, tel que consigné dans les textes fondateurs de la République. C'est ça la loyauté. La première loyauté concerne la filiation, l'allégeance sans faille à la vision consignée dans le texte qui fonde la République. Dès lors que deux partenaires politiques se trouvent en conflit parce que l'un d'eux n'est plus loyal vis-à-vis de textes fondateurs de la République, on peut penser que celui qui a trahi l'essence de la République tel que constitué dans le texte, celui-là est traître et déloyal. La loyauté n'est pas une déloyauté. La loyauté ne se définit pas par rapport aux sentiments, par rapport aux intérêts personnels. Il s'agit de la République démocratique du Congo. La République, c'est pas une affaire privée, c'est pas un bien, c'est pas une gestion domestique. Elle concerne l'ensemble du peuple congolais. Maître, vous êtes avocat aussi. Quand est-ce que vous avez compris que la partie d'où vous venez commençait à trahir le peuple? D'abord, s'il faut situer cet engagement sur le plan personnel, il faut commencer par dire que j'appartiens à une génération qui a connu 3 présidents, le président Mobutu, et le président Laurent Désiré Kabila et le président Joseph Kabila. Cette génération, peut-être vous avez eu le temps de consulter les statistiques démographiques du Congo, la RDC a près de 85 millions d'habitants et plus de 60% de cette population a entre 14 et 65 ans. Exact. Et nous sommes donc parmi ceux-là, ceux qui ont connu ces 3 présidents. Il y a beaucoup qui ont connu ces 3 présidents. Nous avons souffert donc sous Mobutu de transitions à rallonge, un glissement infini et des débats interminables. À l'époque, j'étais étudiant, nous avons connu des années académiques de 24 mois. Exact. Et donc, après, Laurent Désiré Kabila arrive. Il était presque inattendu, on ne s'y attendait pas, parce qu'à l'époque, il y avait une cristallisation sur des figures telles que Tshisekedi et d'autres personnes de l'opposition politique pacifique. Et Kabila, le père, comme on l'appelle, arrive, et c'était pour beaucoup l'espoir. Malheureusement, cet espoir va s'envoler dans des conditions tragiques que vous connaissez. Le musée va partir. Et puis, le président Joseph Kabila arrive au pouvoir, suscitant dans l'esprit de beaucoup de jeunes de l'époque, nous l'étions toujours, beaucoup d'espoir. J'étais étudiant, je me rappelle, j'étais en plein examen en 2e session, et puis on nous annonçait que le président Kabila Joseph était accédé à la succession de son père, et donc il y avait beaucoup d'espoir. Son discours d'installation, d'investiture plutôt, et tout ce qui a suivi cette période avait suscité en nous beaucoup d'espoir, jusqu'aux élections de 2006, suivi les élections de 2011. Mais je pense que pour ceux qui, comme moi, ont connu ces 3 périodes, voient ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers le non-respect des engagements pris, le non-respect de la Constitution, la violation, donc l'incurie de l'appareil judiciaire. Tous ceux qui, comme moi, observent cela ne peuvent être qu'offusqués, ne peuvent qu'avoir peur de revivre des situations beaucoup plus graves que nous avons connues par le passé. Et donc, il est temps pour nous de dire niet, ce que nous avons connu, nous ne voulons plus le revivre. Et ça, c'est du point de vue personnel, une expérience personnelle, mais je pense qu'elle concerne plus d'un Congolais qui a connu cette période. Mais quand est-ce que vous avez commencé à faire ces constats-là? À partir du moment où
l'accord du 31 décembre, nous l'observions tous avec attention de part et d'autre, parce qu'au départ, l'opposition, le rassemblement ne voulait pas aller au dialogue ni aux négociations. Bon, la majorité présidentielle a fait croire qu'elle était animée de bonne foi pour pouvoir appliquer un accord qui n'accorderait que quelques mois de sursis au président de la République. Mais une fois que cet accord a été signé, et à partir du moment où Tshisekedi Étienne va rendre l'âme, on va constater que en réalité c'était un accord entaché d'un dol. Donc l'opposition s'était fait berner, mais à travers l'opposition, la population congolaise s'était fait berner. Et donc je me suis rendu compte à partir de ces moments que l'impression que donne aujourd'hui la majorité présidentielle, c'est que nous voulons revivre les périodes ou la période de la transition sans fin de l'époque Mobutu pour perpétuer tout simplement le règne d'un homme sans tenir compte des aspirations ou de ce que la Constitution prévoit. C'est pas tard, votre décision là de rejoindre le rassemblement. Mais ma décision n'a... Parce que la crainte, c'est quoi? Les gens peuvent penser que vous faites ça pour un repositionnement politique. Mais on ne s'engage pas en politique forcément pour... Le camp où vous étiez, dans l'opinion, ce camp n'a plus d'estime et vous voulez aller où le cœur des Congolais est plus penché. Mais cette question me fait sourire parce que de la même manière qu'en 91, 90, juste après le discours du maréchal Mobutu du 24 avril, les gens pensaient que le 2 mois, 3 mois qui suivaient, la démocratie s'installerait, Mobutu partirait. D'ailleurs, beaucoup de gens, je me rappelle à l'époque, criaient déjà que Mobutu allait partir, y compris d'ailleurs le président Tshisekedi Étienne à l'époque disait qu'on va le chasser, il va partir en prison. Et le président Mobutu avait fait 7 ans. Et donc, c'est bien de dire qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle est finissante. Ce n'est qu'une impression, à mon avis. Tant que les Congolais pensent que c'est un instantané, que c'est quelque chose qui va arriver de soi, je pense que nous pourrons faire 10 ans ou 7 ans, comme Mobutu l'a fait, entraînant l'opposition dans la boue comme toujours. Alors ici, j'ai considéré que il est de mon devoir de dire à ceux de ma génération, mais aussi à bien d'autres qui pourront écouter ma voix, que c'est la dérive à laquelle conduit la majorité présidentielle avec ses affidés et son leader, c'est une dérive qui conduit le pays à des situations beaucoup plus graves, beaucoup plus graves que celles que nous avons connues sous Mobutu, avec cette transition de plus de 7 ans. Nous allons aborder l'actualité. La semaine passée, il y a eu une rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et une délégation du Rassemblement. Comment jugez-vous cette rencontre? Est-ce que les propositions que vous, Rassemblement, vous avez faites à la CENI, à la centrale électorale, vous trouvez que ce sont des propositions réalistes? Oui, d'abord, c'est que... Publication d'un fichier électoral provisoire, publication d'un calendrier électoral au plus tard fin août, convocation du corps électoral le plus tard 30 septembre. Est-ce que c'est réaliste vraiment? Mais ici, il ne s'agit pas de dire que les mémorandums est composé de quelques propositions, contient quelques propositions réalistes ou pas. Il s'agit de prendre la CENI au mot. Parce qu'au départ, je pense que vous ne l'oubliez pas, c'est la CENI qui a fixé une date à l'époque, à travers son président, Corneille Nangaa, qu'au 31 juillet, elle serait en mesure de proposer un calendrier. Là, la CENI ne savait pas qu'il y aura des troubles dans le Conseil. Mais il y a eu des troubles partout, y compris en France, y compris dans deux pays, même au Sénégal, même au Congo-Brazzaville d'ailleurs, où il y a eu des élections récemment. Il y a toujours des troubles. Donc il faut toujours tenir compte de l'incertain lorsqu'on gouverne. Et je crois que les troubles ne doivent pas être un alibi éternel pour pouvoir repousser s'inédit les élections qui constituent aujourd'hui l'attente la plus importante de la population congolaise. Alors c'est à la CENI qu'il faut poser la question de savoir si elle a tenu parole ou pas. L'opposition ne revient ici que pour faire voir à la CENI que la promesse faite de proposer un calendrier au 31 juillet n'a pas été respectée. Maintenant, il faut au plus tard, au mois d'août, proposer un calendrier. Bon, la CENI, à en croire son président, semble être prête, être disposée cette fois-ci à disposer un calendrier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les élections doivent être crédibles,
transparente. C'est très très important parce que le processus aujourd'hui est entaché des suspicions qui ne permettent pas de faire confiance à la CENI. Je m'en vais donner un exemple. Lorsque par exemple des candidats sont exclus délibérément du processus, lorsque des leaders politiques Vous parlez de quels candidats? Je parle ici de Moïse Katumbi, dont le procès, chacun le voit, est une simple instrumentalisation de la justice pour l'écarter de cette course à la présidence. Vous voyez bien aussi que Syndicat Dokolo fait le frais de cette même stratégie, même s'il n'a pas annoncé qu'il est candidat, mais on comprend que sa prise de parole dérange. Donc, dans ces contextes, les élections ne doivent pas être une espèce de sésame ouvre-toi si, au départ, nous n'avons pas pris des précautions pour que la transparence, la crédibilité du scrutin et surtout son inclusivité soient préservées. Ce qui ne semble pas être le cas, mais nous attendons que plus tard, au 31 décembre de cette année, les élections se tiennent et que... C'est réaliste d'abord, le 31 décembre, qu'on ait toutes les 3 élections. Alors, ici, il est possible, premièrement, d'organiser une élection qui focalise, qui cristallise l'essentiel de l'attention de la population congolaise, l'élection présidentielle. On peut l'organiser d'ici le 31 décembre et reporter ou postposer 3 autres élections les 3 mois qui viennent et en organisant l'élection présidentielle. Parce que c'est une élection qui n'a qu'un tour, on n'a pas 2 tours à faire. C'est une élection qui a une circonscription unique, ça veut dire l'ensemble du territoire national. C'est une élection aujourd'hui qui, dans le contexte actuel, attire ou constitue l'espoir ultime, le plus grand espoir de la population congolaise. Donc, si on commence avec l'élection présidentielle, c'est une proposition qui me paraît réalisable d'ici le 31 décembre. Les autres élections pourront être organisées, mais à condition que cette élection présidentielle soit transparente, équitable et apaisée et surtout inclusive. Le 31 décembre, les 3 élections doivent être organisées simultanément. Mais je vais dans le bureau de vote, je vote mon président de la République, mon député provincial et national. Mais pourquoi vous voulez encore... Ça, c'est une proposition qui va à l'encontre de l'accord. C'est pas à l'encontre de l'accord, parce qu'il ne s'agit pas de reporter sine die les autres élections, mais plutôt de les décaler légèrement avec l'élection présidentielle, en sorte que les autres scrutins s'organisent dans les trimestres qui suivent. À peu près 3 mois. 3 mois. Plus ou moins. Est-ce que vous trouvez que c'est réalisable? C'est très réalisable. Parce que dès lors que l'élection présidentielle aura été tenue, je pense qu'il y aura davantage de moyens. Donc si on doit suivre cette logique, on doit revoir l'accord du 31 décembre. Il ne s'agit pas de revoir ici, il s'agit tout simplement de les réajuster par rapport au scrutin et trouver juste un consensus au sein des partenaires, des acteurs clés de cet accord pour que le minimum de décalage soit fait. Vous risquez de tomber dans votre propre piège. Imaginez qu'on réajuste cet accord. Ce serait une brèche pour la majorité présidentielle de modifier plusieurs choses. Il n'y a rien à modifier, parce qu'ici, il s'agit seulement de modifier, pas modifier, mais réajuster la séquence des élections qui peuvent se tenir à des délais plus ou moins espacés de 3 mois, ce qui n'est pas grand-chose, pour autant que la tension au pays baisse. Vous savez, Monsieur Alain, lorsque l'on observe le centre de gravité de l'économie mondiale dans les prochaines années, on constate que ce centre de gravité se déplace vers l'Afrique. Exact. Mais il est dangereux de devoir laisser le pays être géré presque sans boussole, presque dans l'incertitude la plus absolue, parce que cela va nous conduire où? Cela va nous conduire à rater ce train qui va amener l'Afrique à rattraper les nations les plus développées aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports de services de renseignement américains qui disent que le centre de gravité de l'économie mondiale va se déplacer d'économies développées vers l'Afrique. Or, dans cette dynamique, la RDC est très très loin de l'ensemble des efforts que déploient les pays africains. Le Rwanda, par exemple, vous l'avez constaté, nous a laissé très loin. Alors que nous sommes, en termes de ressources, en termes de moyens, en termes démographiques, dotés de plusieurs moyens. Donc, l'élection présidentielle peut donner au pays cet élan pour que nous puissions rattraper
cette dynamique dans le jour qui vient. Il ne s'agit pas de tenir de propos incantatoires, pays émergent à l'horizon 2030, si au départ la stabilité politique incarnée ici, cristallisée ici par l'élection. Est-ce que vous tenez vraiment à la mise en application intégrale de l'accord du 31 décembre? Bien sûr que oui. Et alors, que faites-vous de l'incise qui dit qu'au cas où, techniquement, ce sera impossible, le CNSA, la CENI, le gouvernement pourront se mettre ensemble pour voir comment décaler le processus électoral? Mais c'est justement pour ça que nous voulons dire qu'on ne peut pas reporter la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, quelque chose qu'au départ n'a pas été respecté. Cet accord aurait dû être respecté dans son esprit, dans sa lettre, de bout en bout. Mais on ne peut pas vouloir exiger aujourd'hui sa révision ou son réajustement, tout simplement parce qu'une famille politique veut perpétuer son leader au pouvoir, ou veut le maintien dans l'incertitude du pays. Ici, il faut souligner que l'urgence est la priorité, à la fois pour la majorité, l'opposition et le peuple congolais, sont les élections. Et les élections ont une espèce de hiérarchisation dans leur importance. Je vois beaucoup de gens revenir pour dire oui, l'élection du bourgmestre est aussi importante que celle du président de la République. Mais je pense qu'un seul homme incarne et les garants des institutions de la République, c'est le président de la République. Cette élection peut conduire, lorsqu'elle est organisée, peut conduire à mettre de l'ordre pour le reste du processus. Réfléchissons selon votre logique. Au mois de décembre, la population va élire le président de la République. 2 semaines après, on suppose qu'il y aura les résultats qui vont tomber. Et ce président de la République, en attendant l'organisation des autres scrutins 3 mois après, va diriger avec quelle majorité? Oui, mais... Avec quel gouvernement? Le gouvernement sera issu de l'Assemblée provinciale de l'autre législature? Mais nous avons une constitution qui est presque similaire à celle que la France a. C'est un régime presque semi-présidentiel. Vous voyez bien qu'en France, la séquence des élections est toujours séparée entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc ce n'est pas un problème si, dans un premier temps, le président de la République élu peut choisir de dissoudre le Parlement. C'est une hypothèse. Il peut, par exemple, laisser la cohabitation jusqu'à l'organisation du scrutin, des autres scrutins. C'est une hypothèse. Donc ici, il n'y a pas d'incompatibilité à ce que le président de la République puisse gérer avec un gouvernement, bien que issu des autres... Mais on aura considéré cette fois-là que les institutions qui sont en fin de mandat, ça veut dire le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les institutions, l'Assemblée provinciale, attendent leur renouvellement pour pouvoir fonctionner convenablement. Donc ça ne sera pas un problème. Ils vont assurer les affaires courantes. Bon, je ne sais pas, parce que c'est pas ce que la Constitution dit. Il ne s'agit pas d'assurer les affaires courantes pour une institution qui est en train d'atteindre son renouvellement. Il s'agit tout simplement de considérer que dès l'instant où le président de la République est élu, les processus continuent, y compris l'enregistrement des... Et là, vous oubliez aussi la donne moyenne, non? On sait comment ça s'est passé en 2011. On a promis les autres élections. Après, finalement, ça fait 5 ans qu'on n'a pas ces élections. Je pense que le problème de moyenne ne se pose pas vraiment dans notre pays. C'est un problème de volonté politique. Parce que lorsque l'on voit les différents scandales qui émaillent l'actualité politique nationale, dans les médias nationaux comme internationaux, on voit bien que on parle des milliards qui sont encaissés par des individus à la tête de richesses énormes. Il y a moyen de trouver ces ressources qui peuvent être allouées à la centrale électorale pour pouvoir organiser les élections. Honorable, vous avez demandé à la CENI de publier le calendrier au plus tard fin août de cette année, dont vous avez ajouté 1 mois à la CENI. Est-ce que, après avoir fait cela, vous pensez que le fait de décréter 2 journées ville morte est encore opportun? C'est justement le sens du combat. Parce que c'était comme ça, parce que si vous avez fait ça d'abord, c'est parce que vous souhaitez que le calendrier puisse être publié au plus tard le 31 juillet.
mais c'est vous-même qui avez accordé 1 mois à la CENI. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas opportun de décréter des journées de ville morte? Non, c'est la meilleure façon aujourd'hui, lorsque l'on voit la manière dont les manifestations sont réprimées dans notre pays, lorsque l'on voit la manière dont des vies humaines sont fauchées, tout simplement parce qu'elles se sont mises, tout simplement parce que les hommes se sont levés pour protester contre la violation de la Constitution. L'une des méthodes les plus efficaces, c'est justement de décréter, de démontrer que nous sommes solidaires de ceux qui appellent au respect de la Constitution. Et cette méthode, sont des journées villes mortes. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est Vous voulez une chose et son contraire. Pas du tout, mais encore que la publication du calendrier n'annonce pas forcément que l'élection aura lieu au mois de décembre. Et quand est-ce que vous allez abandonner toutes ces manifestations-là? Quand est-ce que vous serez sûr qu'il y aura, parce qu'il y a l'enrôlement l'opération de l'enrôlement qui est en cours, ça ne vous rassure pas? La CENI vous promet de publier son calendrier au plus tard fin août, ça ne vous rassure pas. Qu'est-ce qui va vous rassurer? Mais les élections en elles-mêmes ne sont pas le seul objet de recommandation de l'accord du 31 décembre. Donc cet accord comporte beaucoup de points qui sont violés systématiquement presque chaque jour. Par exemple, la décrispation politique, la libération des prisonniers politiques fait l'objet aujourd'hui d'un silence presque arrogant. Donc il n'y a pas des élections, parce qu'on ne peut pas parler d'élections si ces élections ne sont pas inclusives, si ces élections excluent du processus démocratique de notre pays. Donc l'aboutissement du combat démocratique, mais elles doivent être organisées dans un contexte tel que la confiance des uns renforce le processus. Donc aujourd'hui, je peux dire que le G7 sera incapable de changer de candidat au cas où Moïse Katumbi n'est rentré, parce qu'apparemment c'est lui ou personne. La question n'est pas une question d'individu, je pense que c'est une question de principe, c'est une question de ce que la Constitution dit, c'est une question d'équité et de justice. Est-ce que la justice congolaise d'espèce s'est montrée indépendante? Je pense que non. Il suffit par exemple de demander au juge Mbouyi, qui est mourant, j'allais dire, de savoir si réellement cette justice est indépendante. Je pense que non. Et donc, chaque fois que l'on prend la parole pour protester, contester, on se rapproche de la minute finale de sa vie. Et donc, c'est dangereux dans un système comme ça. Il n'y a pas que... C'est pas un problème de Moïse Katumbi, c'est un problème de principe. La stratégie des journées villes mortes, est-ce que vous pensez que c'est toujours efficace? On l'a connu à l'époque de Mobutu, qui est parti à Mobutu. Ce n'est pas les premières journées que vous organisez au rassemblement, des journées villes mortes. Mais vous pensez que cette fois-ci, ce sera vraiment efficace? Monsieur Alain, le pouvoir doit être assis dans une démocratie sur deux faits, sur la légalité et sur la légitimité. Nous constatons que du point de vue de la légalité, si on n'a pas match, le pouvoir n'est plus légal parce qu'il est un déplacement. Légitime ou... Il n'est pas légal parce que tel qu'il doit être organisé. L'article 70 de la Constitution. Bon, mais la légalité ici, c'est une légalité de sursis, si vous voulez. C'est pas une légalité stricte. C'est une légalité d'interprétation. On commence à interpréter jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est une légalité malléable, donc vous êtes vous députés provinciaux, vous êtes en fonction jusqu'à l'investiture des nouvelles assemblées provinciales. Je suis en train de vous expliquer que c'est une légalité d'interprétation, alors que pour une institution comme cela, le président de la République, ça devait être une légalité stricte. 5 ans, renouvelable une seule fois, point. Et là, vous constatez, vous et moi, que nous cherchons le sens des textes, et c'est une légalité élastique et plastique telle que nous sommes en train de le faire. Et deuxième chose, le pouvoir doit être légitime. Et donc, les journées villes mortes ont ceci pour vocation qu'elles veulent démontrer le caractère illégitime d'un pouvoir. Donc, là, un pouvoir qui n'est assis ni sur la légalité ni sur la légitimité, il ne peut plus continuer à opérer. Encore que, vous citez l'exemple de Mobutu, mais c'est comme... Mobutu n'a pas écouté les villes mortes, mais nous connaissons tous la manière dont le maréchal a quitté le pays. Donc, s'il avait écouté les voix des Congolais et des Congolaises de l'époque, il ne serait pas parti dans les conditions que beaucoup déplorent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui ne sortent pas ces jours-là ne sortent pas parce qu'ils suivent votre mot d'ordre ou par crainte des représailles? Est-ce qu'il y a de représailles? Vous avez vu qu'aujourd'hui, la répression... Ou bien comme la plupart des Quinois aiment dormir, non, comme ces journées villes mortes, je reste à la maison. Aujourd'hui, la répression atteint un niveau tel que
Je ne pense pas qu'il est facile pour le militant du rassemblement de faire de représailles pour ceux qui veulent sortir. Il ne s'agit pas de ça. Mais c'est parce qu'il n'a pas aujourd'hui l'Institut des sondages au pays. Dans chaque foyer, le faisceau de revendications, le faisceau de contestations, ça amoncelle de plus en plus. Donc, s'il y a observation stricte des journées villes mortes, cela traduit la volonté de la population de démontrer que le pouvoir n'a plus le droit d'exercer sa légitimité sur le gouverné. En 2016, honorable député provincial, toutes ces journées étaient organisées et la population vous a suivi parce qu'il savait que vous vouliez que Kabila quitte le pouvoir. Mais finalement, vous vous êtes entendu, il est resté. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que si vous demandez aux gens de sortir, journée ville morte, désobéissance, que vous n'allez pas finalement négocier encore avec Joseph Kabila? Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, vous avez trahi le peuple. Il y a des gens qui sont morts en vous suivant, mais vous avez quand même négocié avec votre adversaire. Oui, mais il faut comprendre, mais vous parlez déjà en proposant une solution. L'opposition est dirigée par des hommes très consciencieux, rien qu'en observant les stratégies adoptées, parce qu'on ne va pas accepter de demander à la population de sortir chaque fois dans les rues et de se faire massacrer, de se faire tuer. Chaque fois qu'on demande à la population de sortir, c'est des cadavres c'est des morts qu'il faut enterrer. Et donc, les journées villes mortes s'inscrivent dans une stratégie de non-violence, parce qu'il faut souligner ici que la stratégie de l'opposition est une stratégie de non-violence. Pas, comme on le dit aujourd'hui, une stigmatisation de certains acteurs de l'opposition, soi-disant qui sont impliqués dans des exactions de paisibles citoyens. Alors, la seule façon de faire voir au pouvoir, qui devient de plus en plus répressif, qui devient de plus en plus oppressif, c'est de s'éterrer chez soi, et de ne pas sortir et de dire que nous en avons assez de cet enfermement, de cette colonisation de l'opinion, à la fois par le musellement, des libertés publiques, mais aussi par la répression sanglante de ceux qui sortent dans les rues. L'opposition ne doit pas demander chaque fois à la population de sortir et de se faire massacrer. Elle pense que la voie des journées villes mortes constitue l'une des meilleures méthodes pour faire entendre les caractères illégitimes du pouvoir. Vous projetez aussi une sorte de désobéissance civique. Ça sous-entend, il ne faut pas payer les impôts, taxes, impôts, pas payer la régie des eaux, pas payer la SNEL. On prend l'exemple de Kinshasa, parce que vous êtes député provincial de Kinshasa. Et imaginons que les gens adhèrent, la population adhère à cette idée-là, pas d'impôts, tout ça, mais comment on va fonctionner? Et où viendrait l'argent pour financer les élections que vous souhaitez tant? Oui, mais toutes vos questions, heureusement, comportent des ébauches. Les impôts, les taxes, même si l'impôt n'a pas en soi un caractère compensatoire, mais les impôts, les taxes ont pour vocation de contribuer au bonheur collectif et de résoudre les problèmes communs. Parmi ces problèmes, il y a les élections. Exact. Or, il s'est fait que depuis qu'on a collecté ces impôts, depuis la fin du mandat, les ressources... La CENI est toujours financée. Hein? Oui, mais pour quel résultat? On ne voit toujours pas l'issue, on ne voit toujours pas le bout du chemin. La CENI a bénéficié de décaissements importants, mais on tourne en rond. Et encore que même ces fichiers électoraux que la CENI est en train de mettre en place souffrent de beaucoup de crédibilité parce que le parti politique ne sont pas présents. Donc vous ne pouvez pas vous priver même la CENI de son financement en projetant des désobéissances civiques. Mais si la CENI n'est que la caisse de résonance d'une stratégie destinée tout simplement à faire régner l'incertitude, à faire miroiter des issues ou des échéances qui n'auront jamais lieu, dans ce cas-là, il va falloir demander à ce que le moyen qui sont utilisés pour deux fins qui ne servent pas l'intérêt public, ces moyens-là soient coupés à la source. Raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir quel sera l'acte qui va vous rassurer qu'il y aura bel et bien élection. Mais l'acte qui nous rassure, c'est l'accord du 31 décembre, dans son esprit et sa lettre. Parce qu'aujourd'hui, c'est cet accord qui constitue la matrice qui relie les différents acteurs politiques.
Si une disposition ou une autre de cet accord n'est pas respectée, dans son esprit, dans sa lettre, parce qu'on peut faire croire qu'on respecte la lettre, alors qu'en réalité, l'esprit n'est pas respecté. On parle Donc concrètement, il faudrait que Félix Tshisekedi devienne Premier ministre, Pierre Lumbi, président du CENSA. Là, vous serez rassuré qu'on ira bien aux élections. Et que dans des conditions telles que les évêques ont même fait un rapport en ce qui concerne la décrispation du climat politique. On a fait croire qu'on examinerait chaque cas individuellement, ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. La décrispation politique devait être à l'ordre du jour. La libération de certains prisonniers politiques, la fin des poursuites presque arbitraires contre certains leaders de l'opposition, cela n'est pas fait. Et donc, il ne s'agit pas de se focaliser sur les élections sans tenir compte des autres dispositifs de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous allons chuter, Monsieur Serge Mabé. Vous ne trouvez pas que la meilleure solution serait d'abord, vous de l'opposition qui êtes dans les institutions, de démissionner? Vous déposez votre démission à l'Assemblée provinciale, au Busui Kamitat ou à l'Assemblée nationale, et puis vous commencez à attaquer ces institutions. Vous pouvez faire ça? Mais jusque-là, je pense que nous sommes dans... Parce que vous n'êtes pas légal, vous n'êtes pas légitime. Non, dans l'optique de l'accord de la Constitution, il ne me semble pas que la démission d'un député provincial ou d'un député national ou d'un membre d'une institution délibérante quelconque fasse partie du respect de la Constitution. Je ne pense pas. Quand je lis la Constitution, il n'est pas dit qu'une fois que le mandat d'un député prend fin, lorsque l'échéance, plutôt la législature, arrive à terme, le député doit démissionner. C'est pas ce qui est dit. Et un député qui reste en fonction en attendant le renouvellement de la prochaine législature, il me semble qu'il ne viole pas la Constitution. Pas il me semble, mais c'est d'ailleurs la vérité, c'est l'évidence. Donc Joseph Kabila ne viole pas aussi la Constitution en attendant son successeur. Mais qu'est-ce que le député national et provincial attendent de Joseph Kabila aujourd'hui? C'est que les élections soient organisées. Or, il s'est fait aujourd'hui que tout tourne autour de la perpétuation de son règne. Parce que nous, enfin, à ce qui me concerne, je suis prêt à ce que les élections aient lieu. Ça ne me dérange pas. Les députés nationaux, beaucoup attendent à ce que les élections aient lieu. Je crois qu'il n'y a qu'un seul qui ne voudrait pas que les élections aient lieu, et c'est le président de la République. Et c'est là où le bas blesse. Et vous pensez qu'aujourd'hui, Serge Mabé, une fois les élections provinciales organisées, sera réélu? Tout au début de l'émission, vous avez dit que votre bilan était mitigé. Vous pensez que vous serez réélu à Kinshasa? Je pourrais être élu parce qu'il s'agit, nous ne sommes pas ici devant un institut de sondage, ou nous ne sommes pas non plus à l'issue. Parce que les Kinois sont en colère. On verra bien comment ils vont décider. C'est leurs députés provinciaux. On verra bien de quelle manière ils vont décider cette fois-là. C'est au peuple de sanctionner positivement ou négativement ceux qui vont se présenter à ces suffrages. Et je me présenterai au suffrage du peuple pour savoir si je le mérite effectivement. Et j'attends vivement ces moments. Ce sera votre dernier mot, Monsieur Serge? Oui, mon dernier mot est que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui interpelle plus d'une conscience. Nous avons intérêt à ce que le jeune, mais pas que le jeune, puisse comprendre que sans une prise de conscience, sans un soulèvement, sans cette décision de quitter l'état des minorités, parce qu'en fait, le propre de la dictature, c'est de maintenir les consciences dans un état de minorité, minorité au sens juridique, c'est de nous considérer que nous n'avons pas encore atteint l'âge de majorité et qu'il nous faut réfléchir d'autres doivent réfléchir à notre place. Et je pense qu'il appartient aux jeunes, il appartient aux Congolais, aux Congolaises de partout, de quitter l'état des minorités dans lequel nous sommes enfermés pour pouvoir penser par nous-mêmes et réclamer ce qui est le droit le plus élémentaire du peuple congolais, ça veut dire l'alternance, le droit aux élections paisibles, crédibles, voilà. Merci, Monsieur Serge Mabé, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes député provincial de Kinshasa, proche de Olivier Kamitatou. Je vous remercie, monsieur Alain. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.